Et nous recevons ce soir Jean-François Colosimo. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, essayiste. Votre nouveau livre a pour titre Occident, ennemi mondial numéro 1. C'est aux éditions Albin Michel. Commençons par l'actualité. Vladimir Poutine en Corée du Nord, reçu par Xi Jinping. L'image a fait le tour du monde hier. Quelle lecture faites-vous de cette alliance, peut-on le dire, de plus en plus forte ? Oui, d'abord, on pourrait dire qu'on est quand même catastrophé de voir que la Russie, la grande Russie, avec sa grande culture, enfin, je veux dire, qui nous concerne tous, que cette Russie-là, elle en soit réduite, à cause de Vladimir Poutine, à aller en quelque sorte faire du service après-vente pour acheter ses armes de mort, ses armes de destruction en Ukraine, auprès d'un dictateur qui est certainement, je veux dire d'abord, le véritable dinosaure du communisme, n'est-ce pas, ce dictateur nord-coréen, et deuxièmement, qui est véritablement un dictateur sanglant, qui tient toute une population, je dirais, dans une sorte de lobotomie mentale. Voilà où en est Poutine, voilà où sont ses amis, voilà où sont ses alliés. Alors évidemment, en plus, cette démarche, elle intéresse à la fois le leader nord-coréen et Poutine, parce que tous les deux peuvent dire comme ça à Xi Jinping, aux Chinois, n'est-ce pas, qu'ils ont un peu de latitude par rapport à lui, parce que normalement, la Corée du Nord, c'est la chasse gardée de la Chine. On apprend à l'instant, c'est dans les deux sens. La Russie n'exclut pas de livrer des armes à la Corée du Nord. Oui, donc vous voyez que vous êtes face à des fauteurs de guerre, vous êtes face à des pyromanes, n'est-ce pas, qui s'entretiennent l'un l'autre, mais encore une fois, la Corée du Nord, ce pauvre pays qu'on savait en fait séparé du reste du monde, une espèce de pays transformé en véritable camp totalitaire, n'est-ce pas? Bon, cette Corée du Nord, voilà qu'aujourd'hui, eh bien, elle aspire à Poutine, à une idée de rapprochement. Mais on va en venir à votre livre. Il y a ce mot Occident qu'on va essayer de définir avec vous, parce que si ces deux hommes se voient, c'est aussi pour contourner les sanctions, entre guillemets, occidentales. Absolument, et surtout parce qu'une haine commune les lie par rapport... Mais c'est aussi le cas d'Erdogan en Turquie, c'est le cas de Khamenei en Iran, c'est le cas de Modi de manière un peu plus mesurée en Inde. Et c'est le cas de Xi Jinping, c'est-à-dire que tous ont une espèce de haine contre cet Occident qui est largement fantasmé, puisque cet Occident qu'il désigne, ce serait nous plus l'Amérique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au fond, finalement, il n'y a qu'un sens concret, ça serait l'Alliance Atlantique. Mais cet Occident, pour eux, c'est une espèce d'hydre qui continuerait à dominer le monde, à exploiter le monde, qui serait en fait une hydre en plus menteuse, puisqu'elle assoirait son hégémonie, cette hydre, sur ce mensonge que seraient les droits de l'homme. Avec le fameux double standard qui est souvent évoqué dans ces pays du Sud. Avec deux poids, deux mesures, n'est-ce pas? Et puis, en plus, cette hydre corrompue et corruptrice, elle serait en plus aujourd'hui complètement décadente moralement. Et là, on a tout le discours, effectivement, je dirais, sur les mœurs, n'est-ce pas? Donc, c'est une représentation fantasmée qui permet de désigner un ennemi, mais en fait, puisque leur idée de l'Occident, c'est que l'Occident, c'est l'hyperpuissance. Eh bien, au fond, Poutine, Xi Jinping, Khamenei, Erdogan, Modi, je veux dire, ils sont en quelque sorte plus occidentalistes que nous n'avons jamais été. Pourquoi? En quelque sorte, parce qu'ils sont dans une idolâtrie de la force brute. C'est ça qu'ils entendent par Occident. C'est le pouvoir de domination. Oui. Et regardez comment les Turcs, les Russes et les Chinois se donnent rendez-vous en Afrique de l'Ouest pour quoi? Ils ont un discours pour dire, regardez, vous avez été colonisés, nous non libérateurs, mais en fait, ce sont de véritables colonialistes qui arrivent. Qui leur éliminent, malheureusement, pour l'Afrique. Oui. Vous disiez, vous avez dit ce mot, qui veulent ressembler plus à l'Occident d'une certaine manière, le côté impérialiste. C'est pour ça que vous les appelez des néo-empires? Oui, alors, d'abord... Parce qu'ils ont été des empires. Ils ont été des empires. Ils ont été des empires ottoman, l'empire russe. Qui ont été, oui, bien sûr. Les Qing. L'empire tsariste, empire moghol. Qing. Empire Qing, enfin, je veux dire. Ces empires ont subi le choc de l'européanisation. En fait, ils ont hésité entre des réformes qui ont entraîné des réactions, puis des révolutions. Puis ils ont complètement muté après la Première Guerre mondiale. L'empire tsariste est devenu l'Union soviétique. L'empire ottoman est devenu la Turquie. L'empire perse est devenu l'Iran, n'est-ce pas? La Chine, l'empire du milieu est devenu la République de Chine populaire. Et là, ils ont en fait essayé de se moderniser à tout prix, n'est-ce pas? Et je dirais que leurs peuples ont payé
l'addition qui a été phénoménale. Regardez Staline, regardez Mao, n'est-ce pas? On a voulu domestiquer le matériau humain, l'usiner comme on l'aurait fait dans la sidérurgie, transformer les mentalités comme inverser le cours des fleuves, désastre écologique, désastre humain. Et c'est là où sont arrivés leurs successeurs qui se sont dit, mais ils avaient raison sur l'autoritarisme, sur le totalitarisme, nos prédécesseurs. Ils ont commis qu'une seule erreur, c'est qu'ils ont voulu abolir la religion. Or, ils ont créé des religions séculières, le communisme, le nationalisme. Or, en fait, la vérité, c'est que c'est là où Poutine, vous voyez, orthodoxe, Xi Jinping, confucianiste, Khamenei, évidemment chiite, Erdogan, sunnite, et maudit hindouiste, ils s'emparent de la religion, mais ils ont compris que pour, je dirais, unifier son peuple, exclure les autres peuples, mobiliser, sacraliser la guerre et sacraliser le sacrifice, il n'y a pas de meilleur carburant. En fait, Marx avait vraiment tort. La religion, c'est pas l'opium des peuples. Aujourd'hui, c'est l'amphétamine de ces tyrans. L'amphétamine de ces tyrans, selon vous. Vous dites quand même que l'OTAN, selon vous, en tout cas au fond, l'Occident, au fond, c'est l'OTAN. Mais on pourrait vous rétorquer que la Turquie, elle appartient à l'OTAN. Alors évidemment, mais ça, c'est tous les problèmes. D'ailleurs, vous voyez comment on a du mal à définir cet Occident. Même si c'est un pays qui est entre en Asie et en Europe. On a du mal à définir cet Occident parce qu'il y a d'autres pays qui pourraient prétendre, si on prenait des critères, n'est-ce pas, par exemple, démocratie, état de droit, économie libérale. Le Japon, c'est un pays occidental, voilà. si vous définissez ainsi. Mais vous n'y pensez pas quand on dit Occident. Et l'Argentine, ça pourrait d'ailleurs cocher toutes les cases. Vous n'y pensez pas non plus. C'est vraiment le bloc atlantique. Mais ce bloc atlantique a pris la Turquie. Et il a pris la Turquie parce que la Turquie, c'était ces milliers de kilomètres de frontières avec l'URSS, n'est-ce pas? Ça a été le sort du kémalisme, qui a été un nationalisme anticommuniste, qui a déporté la Turquie dans le camp occidental. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la Turquie se retrouve un peu elle-même, je dirais, à cause ou grâce à Erdogan, et qu'elle joue double jeu. Elle joue le double jeu, elle est dans l'OTAN, mais elle se sert en armes auprès de la Russie. Elle veut faire la médiatrice, mais elle lorgne la Crimée, où il y a eu des populations turcophones, n'est-ce pas? Il y a des drones turcs aussi à l'Ukraine. Voilà, il y a la vente à l'Ukraine, et puis de l'autre côté, elle joue aussi sa carte dans le Caucase, avec l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Elle joue sa carte en Méditerranée, elle joue sa carte en Syrie, au nord de la Syrie, au nord de l'Irak. Elle joue sa carte en Libye, en Afrique. On a en fait un retour de l'ottomanité, mais avec à la tête de cette ottomanité non plus un sultan sunnite, mais un sultan frère musulman qui s'appelle Recep Tayyip Erdogan. Les États-Unis, dans tout ça, si Donald Trump revenait au pouvoir, et il l'a d'ailleurs déjà été, est-ce que c'est pas d'une certaine manière un néo-empire également, les États-Unis? Alors c'est une république impériale qui a quadrillé le monde avec 800 bases. Et quand on dit base, c'est pas du tout simplement 3 GI en promenade, n'est-ce pas? L'Amérique a quadrillé le monde. C'est une république impériale. Le véritable problème qu'on a avec elle, c'est qu'on n'a pas du tout le même mythe fondateur. En Europe, nous savons que nous sommes coupables depuis l'origine. C'est-à-dire que nous pouvons toujours dériver vers l'excès de violence, vers l'inhumanité. L'Amérique, son mythe, c'est la domination innocente. Cette terre a été réservée par Dieu, n'est-ce pas, pour être l'empire du bien. Alors pourtant, depuis le 11 septembre et les attentats du World Trade Center, 4,5 millions de morts selon une université américaine, 4,5 millions et 3,5 millions de morts après coup, notamment en Afghanistan, mais pas seulement, l'Irak également. Est-ce que là aussi, ça a façonné quelque part les relations qu'on a aujourd'hui entre cet Occident et ce qu'on appelle le Sud global parfois, hein? Oui, l'Amérique a mené des guerres insensées au Moyen-Orient, dans lesquelles nous avons été en quelque sorte embarqués. Ces guerres ont été faites au nom de grands principes, justice, prospérité, liberté. Et ces guerres se sont traduites par des catastrophes humaines, mais aussi des catastrophes culturelles énormes, n'est-ce pas? Alors vous l'avez dit, il y a eu des milliers de milliards qui ont été dépensés, il y a eu des millions de victimes. Tout ça pour rien, pour partir d'un coup d'Afghanistan, où l'Amérique était depuis 20 ans, depuis 2002, dans une espèce de débâcle, en laissant le pays aux talibans. Alors de ce point de vue-là, nous, en fait, je dirais, cessons d'être otages de l'Amérique, il faut que l'Europe
trouve son chemin. Où situez-vous Israël, qu'on a souvent présenté comme un pion avancé des États-Unis au Moyen-Orient? Il y a un risque de guerre ouverte avec le Hezbollah, il y a le front avec le Hamas à Gaza. Et là aussi, on perçoit ce lien entre religion et géopolitique, Hamas-Hezbollah, mais aussi avec des messianiques au sein du gouvernement israélien. Bien sûr, je dirais que dans le conflit israélo-palestinien tel qu'il se présente aujourd'hui, il faut compter qu'il y a un conflit effectivement face à face entre les deux protagonistes, mais il y a un conflit intérieur aussi entre les religieux et les laïcs. Voilà, maintenant, la singularité du peuple juif fait qu'on ne mettra pas Israël dans l'Occident. Et puis, Israël a toujours eu des relations assez tendues, en fait, quand on regarde avec les États-Unis. C'est sûr qu'il y a eu une synergie, mais elle a toujours été très compliquée. En fait, et autonome, on le voit par rapport à Washington. Mais ce que je vois, c'est que sur cette singularité qui est énorme de ce conflit qui captive le monde, non sans raison, mais qui est vraiment un centre, je dirais, d'attention, regardez nos néo-empires, on voit très bien qu'ils ne fonctionnent pas ensemble. Pourquoi? Parce que la Russie de Poutine, elle est obligée d'aller embrasser la main de l'Iran, parce qu'elle en dépend, là encore, pour ses drones, etc. Et l'Iran, c'est le Hamas, n'est-ce pas? La Chine préfère avoir de bonnes relations avec l'Iran, donc avec le Hamas indirectement, pour des affaires de pétrole, parce que l'empire chinois, c'est un empire commercial, n'est-ce pas? Erdogan, lui, il soutient à fond le Hamas parce qu'il partage la même idéologie frériste. Mais il a des très bonnes relations historiques avec Israël. Enfin, la Turquie, on va dire. La Turquie, ouais. Erdogan, plus compliqué. La Turquie, oui, au départ. Et puis, regardez, mais Modi, qui mène une guerre insensée et vraiment lamentable aux musulmans d'Inde, n'est-ce pas, qui sont largement, régulièrement persécutés par des pogroms, etc. Parce que Modi, c'est l'hindouité, c'est-à-dire la pureté de la race hindoue, n'est-ce pas? Là, on est vraiment dans une reconstruction religieuse gravissime, qui sert d'idéologie au pouvoir de Modi. Eh bien, regardez, Modi, il est du côté d'Israël, parce qu'effectivement, pour le reste, c'est un monde musulman. Il nous reste moins d'une minute. L'Occident est-il en déclin, oui ou non? Quand on lit votre livre, on comprend que pas forcément. Écoutez, moi, je dis simplement que oui, nous pouvons être en déclin. Mais lorsque les femmes iraniennes, elles se battent à Téhéran, elles se battent pas pour devenir occidentales, californiennes ou françaises, elles se battent pour être des Iraniennes qui ont le plein droit de leur liberté et de leur dignité. Donc si nous arrivons véritablement à incarner un peu mieux ces valeurs universelles, n'est-ce pas? Parce que c'est ça le fond de la question, sans nous les accaparer, n'est-ce pas? Eh bien nous verrons qu'il y a des attentes dans tous ces empires qui sont des empires très durs pour leur population. Dans ces populations, il y a des gens, des hommes, des femmes qui nous donnent des signaux de courage, d'un courage qui nous fait peut-être défaut pour préserver quand même ce en quoi nous croyons, l'essentiel, l'humanité. Merci beaucoup Jean-François Colosimo, historien, essayiste. Occident, ennemi mondial numéro 1, c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous.